Ah, Noël, le moment du partage, le moment des réunions de famille et surtout le moment de l'épisode de Noël de ma série préférée, le Doctor Who. C'est parti. Ah, voilà autre chose. On dirait que les piles sont mortes. Je comprends pas, je les ai changées la semaine dernière. Et puis aujourd'hui tout est fermé, vas-y pour trouver des piles neuves. Hein? Come with me. Oui, enfin je veux dire, yes, I'm coming of course. But where are we going? Do you think we can find battery on our way? Nous sommes en 1963 et Donald Baverstock, responsable des programmes de la BBC, remarque un trou dans la grille des programmes le samedi soir. Il demande donc à Sydney Newman de se pencher sur un programme pouvant s'intercaler entre le programme sportif Grandstand et l'émission Jukebox Jury. Cecil Weber et Donald Wilson l'aideront à réfléchir à ce qu'allait être ce nouveau programme. Fans de science-fiction, ils songèrent à un programme éducatif avec le Docteur, un extraterrestre capable de voyager dans le temps et l'espace avec son vaisseau, le TARDIS, pourtant à relativité dimensionnelle interspatiale. Cet appareil pouvait prendre l'apparence d'un élément propre à l'époque dans laquelle il se trouvait, mais par souci de budget, il gardera l'apparence d'une cabine de police et on prétextera un problème avec le système de camouflage. Très rapidement, l'aspect éducatif fut mis de côté et on se concentrera sur le côté science-fiction de la série. William Hartnell sera choisi pour incarner ce personnage. La notion de compagnon sera présente dès le début puisqu'il voyagera avec sa petite fille, Suzanne Foreman. Et d'autres personnes suivront le Docteur dans ses aventures très rapidement. Il faudra attendre le second arc, les Daleks, pour que la série commence à susciter l'intérêt du public. Ces ennemis du Docteur seront présents dès le début et contribueront à sa popularité. Avec des audiences d'environ 12 millions de téléspectateurs, le programme est un vrai succès. Malheureusement, en 1966, la santé de Hartnell ne lui permet pas de poursuivre les tournages. Les scénaristes ont donc une idée qui restera pour les saisons à venir. Le Docteur étant un seigneur du temps, lorsque sa vie le quitte, il a la faculté de se régénérer, changeant ainsi complètement son apparence physique, ainsi que sa façon d'être. On parlera d'ailleurs de renouveau au début de la série. Patrick Troughton prendra la relève avec un Docteur plus léger et comique que son prédécesseur. Il aura également l'occasion de croiser des ennemis mythiques durant son ère. Par exemple, les Cybermen. Troughton restera durant 3 saisons avant de se lasser de jouer le personnage. Ceci marquera un tournant. Le Docteur sera exilé sur Terre par ses pairs, les Seigneurs du Temps, et contraint de subir une régénération. Ce sera également l'occasion de passer la série en couleur pour l'arrivée du prochain Docteur. Nous sommes en 1970 et Jon Pertwee sera le 3e visage du Docteur. Il sera bien plus dynamique que ses prédécesseurs d'ailleurs. Le Docteur sera donc coincé sur Terre et aura l'occasion d'utiliser de nombreux véhicules, dont la fameuse Whomobile. Fort heureusement, le Docteur voyagera à nouveau dans le temps et l'espace, ce qui lui permettra de rencontrer un ennemi qui deviendra célèbre, le Maître. Ce dernier est un seigneur du temps tout comme lui, une sorte de Moriarty version Doctor Who. Le premier visage du Maître sera celui de Roger Delgado. Ce dernier mourra tragiquement dans un accident de voiture, ce qui affectera profondément Pertwee et conduira à son départ de la série. L'augmentation qu'il demandera pour rester une année supplémentaire aidera la production à changer d'acteur. Tom Baker deviendra donc le 4e Docteur. Non content de devenir le Docteur le plus populaire, il sera aussi celui qui interprétera le rôle le plus longtemps, de 1974 à 1980. Parmi les épisodes cultes du 4e Docteur, on notera City of Death, qui sera tourné à Paris, mais de manière non officielle car l'équipe n'a jamais eu les autorisations pour cela.
La série tentera également sa première percée en France dans l'émission Temps X des frères Bogdanov, avec un doublage en français permettant au public de découvrir pour la première fois les aventures du Docteur, mais nous n'irons pas plus loin chez nous, pour le moment. Nous arrivons en 1981 et le 5e Docteur débarque en la personne de Peter Davison, qui sera l'acteur le plus jeune à avoir interprété le rôle jusqu'ici. Il sera aussi celui avec une particularité, il porte une branche de céleri sur son costume. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Malgré la popularité de la série, Davison quittera le show au terme de 3 saisons sur les conseils de Patrick Troughton, et aussi car l'acteur était déçu de la qualité des scripts de la 20e saison. Il sera alors remplacé par Colin Baker, aperçu dans un autre rôle lors de cette même 20e saison. Ce 6e Docteur est plutôt mal aimé, l'interprétation de Baker ne faisant pas l'unanimité. La série est également sur le déclin en termes d'audience, ceci conduira à l'éviction de Baker au bout d'une saison et demie et sans que ce dernier puisse tourner sa scène de régénération. Sylvester McCoy aura donc la lourde charge de poursuivre et devient le 7e Docteur entre 1987 et 1989. Et malheureusement, il sera également la dernière incarnation du personnage pour cette première série au terme de 26 saisons. Ainsi commence la pause du personnage loin de nos écrans. La série n'étant plus à l'ordre du jour en Angleterre, c'est du côté des États-Unis qu'il faudra se rendre pour entendre à nouveau parler du Docteur. En effet, Philip Seagal, un Anglais vivant là-bas, souhaite faire revivre le Docteur au travers d'une nouvelle série qui se déroulerait dans le pays de l'oncle Sam. Après un échec auprès de CBS, il arrivera à convaincre la Fox de financer un pilote pour relancer le show. Le but de Seagal n'est pas de rebooter la série, mais de la poursuivre, et en cela, il proposera à Sylvester McCoy d'effectuer sa régénération, et c'est sous les traits de Paul McGann qu'apparaîtra le 8e Docteur. A noter que c'est Eric Roberts, le frère de Julia, qui officiera en tant que méchant puisqu'il deviendra la nouvelle incarnation du Maître. En 1996, le pilote sera diffusé en Angleterre et aux États-Unis avec le même constat. Ce sera un échec qui incitera la Fox à ne pas commander une saison complète, mettant ainsi un terme à la prestation de Paul McGann. Pourtant, le Docteur reste un personnage apprécié en Angleterre, et ce malgré son absence des écrans. La preuve avec cette parodie délirante proposée en 1999 et mettant en scène Jonathan Pryce en maître, face à une multitude de docteurs, interprétés entre autres par Rowan Atkinson, Jim Broadbent ou encore Hugh Grant. Mieux encore, Joanna Lumley, l'inoubliable Patsy de Absolutely Fabulous, y incarne la première femme docteur de l'histoire. Certes, ce n'est pas officiel, mais quand même. La même année, Russell T Davies arrive avec sa série Queer as Folk, mettant en scène la vie de 3 homosexuels dans la ville de Manchester. Parmi eux, Vince, qui se révèle être un fan de Doctor Who. Et ce n'est pas une coïncidence puisque Davies lui-même est un fan de la série et il souhaiterait vivement pouvoir ramener ce personnage sur les écrans. Lauren Hegesey et Jen Tranter de leur côté tentent depuis un moment de refaire vivre le personnage, ayant proposé quelques films d'animation tels Scream of the Shalka. Néanmoins, le but est de revoir le personnage en live et elles vont demander à Russell T Davies de prendre en charge la réalisation de ce retour. Le fan qu'il est n'hésitera pas longtemps et en septembre 2003, le retour du Docteur est annoncé sur la BBC pour l'année 2005. La série poursuivra donc l'histoire du Docteur et il n'est pas question de reboot une fois encore. Christopher Eccleston prendra donc le contrôle du TARDIS pour la 9e incarnation du personnage et sera accompagné par l'ancienne chanteuse pop Billie Piper dans le rôle de Rose Tyler. Les fans de la première heure attaqueront rapidement le nouveau logo, l'aspect du TARDIS, mais Davies croit en sa vision du personnage et de la série. Grand bien lui en a pris puisque la série est un succès. Avec une moyenne de 10 millions de téléspectateurs pour le premier épisode intitulé simplement Rose, l'annonce d'un spécial pour Noël et d'une saison 2 suivra très rapidement. Seul ombre au tableau, Christopher Eccleston annonce son départ de la série pour ne pas se retrouver enfermé dans ce rôle. Un nouveau docteur va donc faire son apparition pour la saison à venir.
Le départ d'Eccleston fut connu assez tôt par la production, permettant ainsi de préparer son départ en fin de saison et de permettre de découvrir son remplaçant. David Tennant sera donc le 10e Docteur et certainement l'un des plus populaires depuis le renouveau de la série. Davis manie très bien son show et arrive à proposer un fil rouge en trame de fond de manière intelligente et plutôt bien vue. De plus, le retour d'anciens ennemis mêlés à de nouvelles menaces redonne vraiment une seconde vie à la série. Il développera même un univers autour du Docteur avec des séries dérivées. Par exemple Torchwood, qui se révèle être une anagramme de Doctor Who et qui met en scène le capitaine Jack Harkness, ou encore la série Sarah Jane Adventures, mettant en scène l'ancienne compagne du Docteur, qui refera même une apparition dans la série principale aux côtés de David Tennant, avant de voler de ses propres ailes. Pourtant, au terme de 4 saisons et quelques épisodes spéciaux, Davis annoncera vouloir passer à autre chose. Peu de temps après, Tennant annoncera à son tour quitter la série au terme des derniers épisodes spéciaux de l'ère Davis. En 2010, Steven Moffat, déjà en charge de quelques scripts pour la nouvelle série, reprendra le flambeau, et c'est le jeune Matt Smith qui devient le 11e Docteur, devenant ainsi le plus jeune Docteur de la série, du haut de ses 26 ans. Le style de Moffat sera différent, certains regretteront la période Davis tandis que d'autres adhéreront pleinement. En tout cas, la force de la série est de se renouveler, que ce soit par l'acteur qui incarne le Docteur, ou par le changement de son showrunner. Le 50e anniversaire du personnage offrira un épisode spécial détonnant, mettant en scène Smith et Tennant. Mais le plus déroutant sera William Hurt, qui incarnera le War Doctor. Une incarnation du Docteur oublié qui mettra un peu la pagaille dans l'ordre déjà établi. En 2013, Smith quitte le rôle et une astuce scénaristique doit être trouvée pour poursuivre, car un Seigneur du Temps n'est censé se régénérer que 12 fois. Fort heureusement, c'est loin d'être la fin des aventures du Docteur, et Peter Capaldi est choisi pour incarner le nouveau Docteur. L'acteur permet ainsi de renouer avec les anciens Docteurs tout en apportant la touche de modernité que la série a eue depuis son retour. En 2017, Capaldi et Moffat se retirent vers de nouveaux projets, et Chris Chibnall, à qui l'on doit la série Broadchurch, reprend les rênes de la série. Il choisira Jodie Whittaker pour le rôle titre, ce qui fera d'elle la première incarnation féminine officielle du Docteur. Doctor Who est l'une des séries de science-fiction les plus longues de l'histoire de la télévision, et son renouvellement incessant doit y être pour beaucoup. Pour l'heure, le Docteur continue de nous faire rêver, et c'est loin d'être fini. Thank you, it was great, and thanks for the battery. Il n'y a pas à dire, il est vraiment super sympa. Et puis il m'a trouvé des petites piles pas chères sur une planète pour pas un rond. D'après ce qu'il m'a dit, ça devrait tenir des siècles. On va voir ça tout de suite. Ah, tu parles? Des siècles, ouais. De la camelote, oui. Ouh. J'aurais pas dû faire ça. Oui, oui, oui.